C'est vous, Dafrosa et Alain Gauthier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là tous les deux ce matin. Vous avez fondé le collectif des partis civils pour le Rwanda et au nom de ce collectif, vous traquez ensemble depuis 30 ans les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda qui se cachent en Europe et plus particulièrement sur le territoire français. Vous avez collecté au nom de ce collectif des éléments qui sont au cœur du procès qui se tient en ce moment à Paris. Le procès de Sosthène Mounier-Mana, génocidaire présumé, procès dans lequel vous êtes partie civile. On va y revenir. D'abord, quelques mots, si vous le voulez bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. On dit de vous que vous êtes les Klarsfeld du Rwanda, du nom de ce fameux couple de traqueurs nazis. Alain, je vous vois hocher la tête. Qu'est-ce que cette comparaison vous évoque ? Non, je pense que ça, c'est une expression de journaliste il y a de nombreuses années. Après, nous ne revendiquons rien. Voilà, nous faisons notre travail, peut-être un peu à la manière des Klarsfeld, mais voilà, nous ne prétendons pas être à leur niveau. Dafrosa, vous êtes né au Rwanda, que vous avez dû fuir au milieu des années 70, au moment de terribles pogroms à l'encontre de la communauté Tutsi, parce que la terreur a commencé bien avant 1994. Vous avez perdu une grande partie de votre famille dans le génocide. 1 million de personnes massacrées en 100 jours au printemps 1994 sur ordre du pouvoir Hutu. Vous dites souvent que votre vie s'est arrêtée à ce moment-là. Oui, je pense que je ne suis pas la seule, en fait. 94 marque un arrêt pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu l'avant, la vie d'avant, et la vie d'après, celle qu'on a tenté de recommencer, vaille que vaille. Alain, quand le génocide commence, en avril 1994, vous êtes tous les deux mariés depuis plusieurs années, vous vivez en France avec vos enfants. C'était une évidence que le combat de Dafrosa, ce combat pour la justice, comme le deuil, seraient les vôtres aussi ? Bon, je crois que nous ne nous sommes pas posé beaucoup de questions. Je ne sais même pas si on en a beaucoup parlé entre nous. Comme vous le dites, c'était véritablement une évidence. Sans savoir que ce combat allait nous emmener aussi loin. Personnellement, je ne pensais pas que près de 28 ans après, nous serions toujours là à essayer que justice soit rendue pour les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Il n'y a pas de paix sans justice, vous le dites souvent. Le génocide rwandais a été jugé par des institutions diverses, locales, nationales, internationales, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de génocidaires présumés se sont enfuis après le printemps 1994, notamment en France, cherchant l'impunité dans l'anonymat. C'est là que vous intervenez tous les deux. Dafrosa, au nom de quoi vous agissez, vous travaillez aujourd'hui ? Je pense que tout simplement, c'est une action humaine, citoyenne. Je pense que n'importe qui d'entre nous qui soupçonne un criminel à ses portes, au-delà même du génocide, doit agir. Et je pense que c'est dans ce sens-là, notre quête de justice s'inscrit bien sûr dans le génocide commis contre les Tutsis du Rwanda. Sans sentiment de haine ni de vengeance. Non, puisque si la haine, elle peut être ravageur. Parce que si on est envahi par la haine, je pense que l'action n'y est plus. On serait hypnotisé, en fait. Pour déposer plainte, il faut des preuves, il faut des témoignages. Vous allez donc très concrètement sur le terrain, au Rwanda, rencontrer des témoins, des survivants. Presque 30 ans après, vous le disiez à l'instant, ça veut dire que parfois, Alain, Dafrosa, vous vous retrouvez nez à nez avec des hommes qui ont participé probablement à ce génocide. Oui, même très souvent. D'ailleurs, nous avons besoin du témoignage non seulement des rescapés, qui ne sont pas forcément les meilleurs témoins, puisque s'ils sont rescapés, c'est qu'ils se cachaient ou qu'ils ont été cachés. Par contre, ceux qui ont participé au génocide avec les personnes qu'on poursuit ici en justice, eux peuvent nous renseigner. Et c'est là que nous rencontrons effectivement, soit chez eux, lorsqu'ils ont purgé leur peine, pour avoir plaidé coupable la plupart du temps, soit en prison, lorsqu'ils acceptent de nous rencontrer et de nous livrer leur témoignage. Mais en règle générale, on n'éprouve pas trop de difficultés à obtenir les renseignements qu'on souhaite. 30 ans après, près de 30 ans après le génocide, il est partout au Rwanda, Dafrosa.
Oui, 30 ans après, j'allais dire, il est trop tard. Enfin, il est plus que temps de juger d'abord. On a perdu beaucoup de temps. En 30 ans, on a perdu beaucoup de témoins. On a perdu aussi, même les accusés eux-mêmes. Il y en a qui sont décédés, même nous ici en France, Rwanda et ailleurs, bien sûr. Donc, 30 ans après, il est plus qu'à l'heure. Et le temps joue en votre défaveur, en notre défaveur, en la défaveur de la justice. Oui, tout à fait. Le temps joue en défaveur de la justice, puisque, comme je disais, les témoins disparaissent, les preuves disparaissent, parce qu'il n'y a pas de justice sans preuve. En plus de 20 ans, presque 30 ans, vous avez déposé une trentaine de plaintes, vous me corrigez si je me trompe. Grâce à votre travail, 6 hommes ont été conduits devant la justice, jugés en France au nom de la compétence universelle. On peut peut-être en dire quelques mots dans un instant, et condamnés à de lourdes peines. Il y a en ce moment un 7e procès qui se tient à Paris, dans lequel donc vous êtes partie civile au nom du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Cet homme s'appelle Sostène Munyemana. Il est présumé coupable, jusque bien sûr à l'annonce du jugement. Présumé innocent. Excusez-moi, présumé innocent, bien sûr. On peut peut-être en dire quelques mots. Oui, alors Sostène Munyemana était un médecin gynécologue à Butare, dans la préfecture du Sud. Et dans ce procès, il est accusé pour avoir organisé des rondes. Lui prétend bien sûr que ces rondes étaient pour sauver des Tutsis, mais on sait très bien que la plupart du temps, c'était pour pourchasser ceux qui étaient recherchés. Il est accusé aussi pour avoir signé une motion, une lettre en faveur du gouvernement intérimaire de son ami Jean Kambanda, qui est un gouvernement qui a conduit et qui a organisé le génocide. Lui prétend qu'il n'était pas au courant de la dérive extrémiste de son ami. Et puis, il a aussi détenu les clés d'un bureau de secteur qui était tout proche de chez lui, sur sa colline de Tumba. Et dans ce bureau de secteur étaient enfermés les Tutsis, qui ensuite étaient éliminés, massacrés et jetés dans une fosse tout près de là. Nafroza, Alain, quand vous vous retrouvez dans un tribunal ici à Paris face à un homme comme celui-là, dont je reviens sur ma malheureuse méprise, il est bien sûr présumé innocent, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Écoutez, quand arrive le jour J, on se dit enfin, puisque c'est une quête longue, difficile, un travail exigeant. Ce qui fait que, évidemment, quand le jour J arrive, bon, voilà, on est plutôt satisfait, on est satisfait. En même temps, là, M. Munyemana comparaît libre, et ça, c'est quelque chose d'un peu déstabilisant pour beaucoup d'entre nous. On est ensemble, on est dans les mêmes rangs, on est dans la même salle. Bon, ils nous tournent le dos, c'est pas la meilleure des positions. Mais ça questionne quand même. Quand on est soupçonné pour avoir commis des crimes de cette nature, comparaître libre, c'est déstabilisant, surtout pour les victimes. De quel crime, de quelle appellation de crime il est accusé aujourd'hui ? Il est poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité, complicité de génocide et complicité de crime contre l'humanité, c'est-à-dire toute la panoplie des accusations qui sont généralement portées contre les personnes que nous poursuivons en justice. Des crimes qui sont imprescriptibles. Bien sûr. On peut peut-être rappeler donc cette notion de compétence universelle qui explique qu'il puisse être jugé en France. Oui, alors la compétence universelle qui est dans la loi française, qui consiste à juger des étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger sur des étrangers, à condition qu'ils soient trouvés au moment de la plainte sur le territoire français, permet à la justice française de les juger. Mais nous aurions tellement mieux aimé que la France réponde positivement à toutes les demandes d'extradition. La Cour de cassation, depuis toujours, a toujours refusé de les extrader pour des raisons diverses. Aujourd'hui, la seule raison, c'est parce que la loi organique qui punit le génocide est postérieure au génocide lui-même. C'est ce qu'on appelle la non-antériorité des peines. Lorsqu'une peine n'est pas prévue pour un crime,
on ne peut pas le juger. Mais pour nous, c'est un argument qu'on dénonce, parce que la France s'est permis de juger Étouvier, Papon et Klaus Barbie en s'appuyant sur les grandes conventions internationales de New York et de Genève qu'elle avait signées. Le Rwanda aussi avait signé ces conventions-là. Donc nous contestons complètement la position de la Cour de cassation. Pour l'instant, voilà, la réalité, c'est que ces procès ont lieu ici en France. Dafrosa, vous dites souvent que ça ne devrait pas être à vous de faire ce travail en amont de ces procès. Oui, bien sûr, le travail de justice, c'est un travail de professionnel. Vous n'étiez pas du tout tous les deux, vous ne travailliez pas dans le secteur de la Absolument pas, on est vraiment des citoyens ordinaires et dans notre vie de tous les jours, dans la vie d'avant, on était très 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 loin du droit et de la justice. Donc ce travail, c'est un travail, comme je disais, exigeant. De professionnels, et c'était au parquet d'instruire, c'était à la justice de le faire. Nous, voilà, on s'est lancé certainement par désespoir. Et le parquet a décidé d'ouvrir des informations judiciaires à son initiative qu'en 2019. Ce qui veut dire que sans le travail des associations comme la nôtre et d'autres, eh bien, encore aujourd'hui, il n'y aurait, je pense, eu aucun procès pour génocide en France. Ce travail vous vaut des menaces, à tous les deux ? Non, on craint personne. C'est sûr que sur la toile, ça fuse. Hein. On est insulté, on est... Oui, c'est pas spécialement ce qu'on pourrait espérer, mais dans tous les cas, on l'a cherché. Hein. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux à la retraite de vos vies professionnelles d'avant. Jusqu'où pensez-vous tous les deux aller ? Nos enfants nous demandent souvent « Papa, maman, quand est-ce que vous allez arrêter ?» Maintenant, pour nous, c'est compliqué d'envisager d'arrêter ce travail. Tant qu'on a la force de le mener, je dirais, tant qu'on a la santé pour le faire, je pense qu'on pourra se consacrer à ce travail. Après, chaque jour suffit sa peine. On verra. Mais moi, il y a des jours, j'arrête, mais le lendemain, je recommence. Donc, vous voyez, hein, c'est comme un virus. Vous dites que vous le devez, Dafrosa, à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Et il s'agit aussi de nommer les victimes, de leur rendre... bien sûr, de ne pas leur rendre la vie, mais de leur rendre cette mémoire qu'on leur a volée en les massacrant il y a près de 30 ans. Oui, je pense que vraiment, notre seule motivation, c'est bien celle-ci. C'est pour les victimes, c'est pour ceux qui ne sont plus là, pour venir réclamer justice. Et comme je dis souvent, on est là pour eux. Et je pense que quelque part, là où ils sont, ils nous entendent. Et nous, les vivants, nous, les survivants, et familles de victimes, nous avons une grande dette envers eux que nous devons remplir tant que nous sommes ici sur cette terre, je pense. C'est une dette ? Oui, c'est une dette, bien sûr. Bien sûr. Ils n'avaient rien demandé, ils ne demandaient qu'à vivre. On leur a arraché la vie à des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des fœtus dans le ventre de leur mère. Il y avait une volonté d'exterminer les Tutsis. Nous avons la chance d'être là et de pouvoir nous exprimer en leur nom. C'est le seul sens de notre combat. Il n'y a pas de paix. Ça vaut pour le Rwanda, ça vaut pour beaucoup de pays du monde. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Non, absolument, la justice, c'est un chemin obligé, c'est un chemin obligatoire pour la reconstruction des êtres et la reconstruction des pays, du pays. Donc, je pense que sans justice, on ne peut pas avancer. Juste ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de Paris Direct nous parler de ce travail, de ce procès donc, qui se tient encore pendant plusieurs jours. Ici, jusqu'à Noël, de Sosthène Munyemana, donc génocidaire présumé. Je signale cette bande dessinée qui vient de paraître et qui rend un très bel hommage avec des dessins très sensibles au combat de votre vie, qui s'appelle Rwanda à la poursuite des génocidaires, qui a été réalisé par Thomas Ribi, qui par ailleurs a réalisé un documentaire sur votre vie et votre travail à tous les deux, et Damien Roudot, préfacé par Gaël Faye, que je crois vous connaissez bien. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, Dafrosa et Alain Gauthier. Bonne suite pour votre travail important. On se retrouve pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet et toute l'équipe de Paris Direct. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.